Rana, bienvenue dans cette édition d'information. Les habitants des îles du Vent et des îles sous le vent confinés le week-end alors que le couvre-feu reste en vigueur sur tout le territoire. Si l'horizon est de bon augure, les autorités restent en alerte. Tandis que les indicateurs sont à la baisse, des patients sont évacués vers la métropole. L'opération Manuea intervient après la vague fulgurante que la Polynésie a connue. L'avion médicalisé décolle demain soir avec à son bord aussi une quarantaine de professionnels de santé. Plus de détails avec le professeur Pierre Carly qui dirige l'opération et le docteur François Braun, président de SAMU Urgence de France. Nous serons en direct depuis l'hôpital de Taoné avec Caroline Fary. À qui incombe la responsabilité des décès survenus à Paea? Toujours est-il que ce centre ne fait pas l'unanimité. Les explications dans ce journal. Le déconfinement se dessert un peu pour le plus grand bonheur des acteurs touristiques. Près d'un mois qu'ils sont privés de revenus, nous entendrons une professionnelle en direct depuis Huahine avec Gilles Tautou. Les restrictions de circulation sont allégées. L'accalmie nous permet de retrouver un peu de liberté dès lundi pour une période de test qui durera une semaine car la situation sanitaire demeure fragile. Dixit le haut-commissaire Dominique Saurin. Le couvre-feu est maintenu sur l'ensemble de la Polynésie française de 20h à 4h du matin. Il n'y a pas de changement pour le couvre-feu. Le confinement en semaine sera levé aux îles du Vent et aux îles sous le vent. Le confinement le week-end, appliqué sur une grande partie des îles des Australes et des Tuamotu-Gambier, sera également levé. Par contre, le confinement le week-end est maintenu à Tahiti, Moorea, Raiatea, Wainea, Taha, Bora Bora et Mopiti. Il débutera à 14h le samedi. Il est impératif de revoir rapidement, très vite, les élèves reprendre le chemin de l'école. Il est important pour éviter un emballement de la déscolarisation ou du décrochage scolaire que nous avons constaté lors du premier confinement l'an passé. Les élèves en internat reprendront l'école comme tout le monde, donc ils vont rentrer en internat durant le confinement, après le confinement et les congés scolaires, devront, eux, être testés à leur retour dans leur établissement. Les vaccinodromes continueront d'être organisés dans les établissements scolaires afin de faciliter la vaccination des élèves volontaires. Un déconfinement par étapes, donc les rassemblements, les manifestations sportives et culturelles et les événements musicaux restent interdits, de même que les foires et les salons. Les musées et les salles de jeu aussi devront continuer de baisser leurs rideaux. Eux pourront accueillir du public sous certaines conditions. Les restaurants devront appliquer le protocole mis en œuvre jusqu'en juin. Même modalité pour les salles de sport et les commerces non essentiels. Les clients devront disposer d'un espace de 4 mètres carrés entre eux, dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil pour les salles de sport, notamment. Cette nouvelle vient leur apporter un peu de souffle. La réouverture est bienvenue après une période difficile, même si côté restauration, le couvre-feu reste un obstacle. Le reportage de Caroline Fary et Marcel Bonneau. Un grand soulagement parce que ce confinement nous a tous foutus dans la comme on peut dire. Le déconfinement, même partiel, c'est toujours une bonne nouvelle, surtout pour les commerçants dont certains ont adopté le système D des ventes en ligne pour subsister. On a essayé de s'en sortir avec une petite vente en ligne qu'on fait et qui nous a un peu aidés, mais bien sûr, nous n'avons pas le même chiffre qu'on peut avoir quand il y a l'ouverture. Vous êtes éligible aux aides du pays de l'État? Ben voilà, on a entendu parler des aides, mais bon, mois d'août, nous n'avons rien reçu, rien du tout reçu. Et en septembre, bon ben voilà, pour l'instant, on n'a rien du tout. Le gérant de cette salle de sport avait du mal à joindre les deux bouts. Il a dû se séparer de plusieurs employés depuis le début de la crise. Alors l'annonce de la réouverture arrive à point nommé. Là, on est en retard du loyer. Donc on a presque 2 mois de retard, puisque le mois d'août déjà, on était déjà en difficulté, puisque la dernière semaine, les gens ne venaient plus.
On va essayer de s'en sortir, hein, puisqu'il y a des aides qui ont été prévues. Et en espérant que ces aides seront à la hauteur des aides de l'année dernière. Ce chef d'entreprise, gérant de 13 sociétés dans la restauration, les services ou encore les transports, a pu rémunérer ses 75 employés grâce à une gestion rigoureuse. Mais pour lui, le déconfinement partiel, c'est un pas en avant, un pas en arrière, avec des aides insuffisantes. On ne peut pas continuer à vivre sur notre trésorerie professionnelle. Aujourd'hui, les aides sont mises en place. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour les entreprises, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc un deuxième PGE, non, parce que ce n'est pas un mois à payer pour une décision qui a été prise un peu plus haut. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille. Il faut nous laisser la possibilité de travailler. Pas sûr que les autorités qui maintiennent le couvre-feu dès 20h l'entendent de la même oreille, car comme le rappelle Dominique Saurin, nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. Cette phase test est prévue jusqu'au 27 septembre, car c'est bel et bien l'évolution de l'épidémie qui guidera les décisions politiques. Aujourd'hui, 2 décès sont à déplorer. Les tensions hospitalières restent importantes. 217 personnes sont encore hospitalisées dans les structures de soins. Alors, pour désengorger le centre hospitalier, selon le représentant de l'État, qui coordonne cette opération à Manuea, initiée par le gouvernement central, la Polynésie procède à ses premières évacuations sanitaire. Un avion médicalisé a été affrété et décollera demain soir avec à son bord des patients lourdement touchés par le virus. Heidi Enko Sandroli. Mieux vaut tard que jamais, dit l'adage. Il est bien là le fameux A350 de Air Caraïbes qui partira demain sur l'Hexagone avec à son bord une petite dizaine de patients. Afin de soulager l'hôpital, vous le savez, un vol médicalisé pris en charge par l'État vient d'être spécialement affrété dans le cadre d'une opération exceptionnelle. On ne sait pas encore si cela concernera uniquement des patients Covid ou d'autres pathologies. Ce genre d'évacuation était assuré au début par les militaires avec des vols spécifiquement équipés pour soulager dans l'Hexagone les régions les plus touchées. Air Caraïbes a depuis assuré le transport d'une centaine de patients depuis les Antilles. Pour la Polynésie, c'est le premier vol de ce type pour le Covid. Le CHPF qui a atteint un pic fin août est toujours à flux tendu en réanimation malgré une baisse des admissions. C'est une opération extrêmement lourde, je crois qu'il n'a jamais été faite à un tel niveau, sur une telle élongation. C'est-à-dire, c'est transporter de l'oxygène, des malades bien sûr, mais de l'oxygène et en réanimation. Une opération qui devrait, on l'espère, soulager le CHPF, notamment pour les cas les plus lourds, et par là même redorer le blason du gouvernement central quant à sa gestion de la crise en Polynésie, décriée dans les médias hexagonaux. C'est un engagement très très fort qui va permettre de désengorger le service de réanimation. Je rappelle, on est à 49 patients, je crois ce matin, on était à 49 patients en réanimation. Reste à espérer que ce vol n'envoie pas un signal brouillé aux familles ici quant à la qualité des soins et de la prise en charge de leurs malades sur place, notamment après les déclarations du maire de Paea à l'encontre de l'hôpital les jours derniers. C'est une question que nous allons poser tout de suite aux professionnels de santé qui organisent l'opération. Nous rejoignons Caroline Fary au CHT de Taoné. Caroline, vous êtes avec les 2 représentants de Métropole. Oui, Ayata, je suis actuellement dans la nef de l'hôpital. Vous le voyez, une nef qui a été débarrassée des lits des patients et qui va reprendre doucement sa fonction initiale. Je suis accompagnée de 2 éminents professeurs et médecins. Le professeur Pierre Carly, chef du service anesthésie à l'hôpital Necker et directeur médical du SAMU Paris. Bonsoir. Bonsoir. Et le docteur François Braun, médecin-chef des urgences au CHR de Metz et président du SAMU Urgences de France. Bonsoir. Monsieur Pierre Carly, je vais m'adresser d'abord à vous pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui a motivé déjà cette opération exceptionnelle ? Eh bien, cette opération, elle fait partie d'un tout. Elle fait partie de la lutte contre le Covid, où on va créer un mur pour se défendre. Ça commence par des choses que vous connaissez, la vaccination. Mais elle prend du temps à se mettre en œuvre. C'est aussi une possibilité très importante de confinement. C'est très dur. Et c'est quelque chose qui est aussi difficile à faire. C'est aussi augmenter les capacités de toutes les équipes. Et le travail ici, dans cette nef, vous le savez, du CHPF a été formidable dans le contexte. Mais à un moment, toutes ces mesures conduisent à un point,
qui est la saturation des réanimations. Même si on en augmentait par 3 ou 4 la capacité, à un moment, il va falloir changer cette pression. Ce moment, c'est le moment où nous mettons en place les transferts. C'est ce que nous avons fait en métropole, c'est ce que nous avons fait à La Réunion et plus récemment aux Antilles. Alors justement, le pic est derrière nous, donc pourquoi ne pas être venu durant ce pic justement Mais nous ne parlons pas du même pic, il y a des pics. Une première bataille a été gagnée sur le terrain, la bataille de l'accueil. Maintenant, à l'hôpital et dans les centres de soins, il y a des patients qui vont encore, pendant plusieurs semaines, continuer à s'aggraver. La pression sur les réanimations ne va baisser que très lentement. Il faut l'aider. L'aider pour les patients. Ça va leur permettre d'avoir des soins de bonne qualité, les plus proches possibles de ce que l'on peut faire dans des circonstances normales. Ça va aussi permettre au CHPF de très vite reprendre son rôle fondamental de centre hospitalier de cette région du Pacifique où il est responsable de tous les parcours de soins. Quel est le profil des patients qui vont partir? Combien sont-ils? Quel est leur profil à ces patients? Vous pouvez nous répondre, docteur? Alors, ce sont tous des patients de réanimation, bien entendu. Ce sont des patients qui sont endormis, qui sont sous machine. Ce sont donc des patients graves. Il va y avoir entre 8 et 10 patients. Ce sont des patients qui sont sélectionnés, si on peut utiliser ce terme, sur des critères qui sont des critères extrêmement précis de réanimation, qui sont les critères que nous avons utilisés en métropole déjà. Et ce sont des patients pour lesquels, bien sûr, il y a un accord des familles qui est fondamental pour cette prise en charge. Ils seront envoyés où en métropole? Alors actuellement, sur les missions que les SAMU mènent sur cette phase de l'épidémie, c'est la région Île-de-France qui accueille l'ensemble des patients, puisque cette région a le capacitaire le plus important. Globalement, le nord de la France est plutôt en capacité d'accueillir des patients. Le sud a été dans une situation un peu compliquée il y a quelques semaines. Professeur, est-ce que cette opération ne risque pas de ternir un petit peu, en tout cas la population a cette impression, de ternir l'image de l'hôpital? La population se pose des questions et se dit pourquoi notre hôpital ne peut pas justement soigner ces patients-là? Votre hôpital a développé des capacités d'action et de résilience qui sont extraordinaires. Vous savez, cette crise, on l'a traversée comme vous. On en est un peu plus loin maintenant. Mais nous avons vu avec quelle rapidité il s'est adapté et comment il a utilisé les expériences que les médecins ici ont vues, qu'on leur a communiquées et qu'ils les ont appliquées à la réalité polynésienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour réaliser ces actions-là, eh bien, c'est le bon moment et c'est un bénéfice pour tout le monde. C'est un bénéfice pour les patients parce que, en fait, ça va permettre à tous de bénéficier d'une qualité des soins qui se rapproche de celle qu'on attend de tous les parcours de soins. Elle existe au quotidien, elle a existé pendant la crise, mais la pression sur les réanimations continue. Il faut donc donner la possibilité aux réanimations de passer au cap suivant. Mais ce n'est pas tout. N'oubliez pas, le Covid n'a pas chassé les autres patients et les autres malades. La maladie est toujours là. Tous les parcours de référence, les AVC, les infarctus, avec les autres pathologies, vous voulez dire. La traumatologie diminue un peu avec le confinement, mais tout le reste, il va falloir le rattraper. Et le plus vite sera le mieux. Pour les gens qui sont malades, pour les gens qui ne savent pas encore qu'ils sont malades et qu'il va falloir soigner, il faut absolument que le CHPF puisse au plus vite reprendre son rôle d'hôpital de référence. Et nous sommes venus juste l'aider à ça. Ce n'est donc pas remplacer, c'est aider, participer à la construction du mur de défense contre le Covid. Nous n'en sommes qu'une petite brique, mais une petite brique active qui porte sur les réanimations. Docteur, concrètement, les équipements dans l'avion, ils sont tout à fait au point pour accueillir ces patients? Ils sont tout à fait au point. Et d'ailleurs, on entend beaucoup parler d'Evasan, mais nous ne sommes pas du tout dans le cadre d'une Evasan, en fait. Nous sommes dans le cadre d'un service de réanimation qui vole. C'est-à-dire que les patients sont pris en charge à l'intérieur de l'appareil qui a été aménagé spécialement pour, exactement comme ils sont dans un service de réanimation. Ils ont des soignants autour d'eux, même plus qu'un service de réanimation. Nous avons même à l'intérieur de l'appareil de quoi faire des examens de biologie, comme un laboratoire de biologie. Donc c'est vraiment une continuité de la prise en charge. Ce n'est pas du tout un arrêt pendant le transport, c'est une continuité de cette prise en charge entre deux services de réanimation. Alors, est-ce que ce sont des opérations qui pourraient être réitérées à l'avenir, Bien sûr. Professeur? Aujourd'hui, soyons clairs, ce que nous faisons, c'est montrer que le concept de pouvoir se projeter et venir aider
loin de la métropole, mais dans des endroits où il existe déjà une médecine française de qualité, eh bien c'est un concept que nous partageons tous. On peut le réaliser avec des moyens civils, avec des compagnies aériennes qui transportent d'habitude des passagers, des touristes, des gens qui voyagent simplement, avec du matériel qui est à disposition dans les hôpitaux. En coordonnant le tout, nous montrons la continuité de notre action médicale qui est partagée entre la Polynésie et la métropole, avec la qualité, l'efficience et l'ingéniosité des Français. Et vous vous envolez quand? Nous repartons demain. Demain pour une arrivée qui sera dimanche matin à Paris. Combien de patients au total avec Entre 8 et 10 patients, mais je pense que tout le monde comprend bien que la sélection des patients, elle fait des critères très stricts et nous suivons leur évolution, y compris cette nuit. Notre directeur médical de la mission est allé voir les patients avec ses collègues de réanimation ce matin. On a défini un certain nombre, mais s'il refera le point demain matin, ça peut encore changer. Et puis surtout, c'est l'application de ce qui a été fait en Polynésie ici. C'est les programmes de réanimation qui ont été définis, qui vont être continués. Voilà. Comment est-ce qu'ils vont revenir, ces patients, justement? Par quels moyens? Les patients du CHPF nous ont confié ce qu'ils ont de plus cher, les patients avec qui ils ont traversé la crise. Donc on va prolonger leur parcours de soins et ils vont revenir ici, ils vont revenir guéris. C'est ça notre objectif. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Voilà, nous étions en direct de l'hôpital du Taoné avec ces deux éminents professeurs et docteurs qui repartent demain avec des patients polynésiens pour la métropole. Ayata. Merci beaucoup Caroline Fary pour ce point en direct depuis le centre hospitalier de Taoné. Entre 8 et 10 patients donc endormis sous machine sélectionnés selon des critères bien précis. Ils seront pris en charge dans des structures de santé situées en Île-de-France. Et alors que l'archipel était un parfait exemple en termes de vaccination, les Marquises recensent leur premier décès lié au Covid. C'est à Nukuhiva. Il s'agit d'un homme âgé souffrant de comorbidité. Il était l'un des 3 seuls patients hospitalisés en zone Covid à l'hôpital depuis le début de cette reprise épidémique. À ce jour, on dénombre 23 cas actifs. C'est 2 fois moins qu'il y a un mois. Le maire Benoît Coutey nous donne plus de précisions au micro de Marie Curva. C'est une personne âgée de 86 ans qui a été hospitalisée mardi de cette semaine. Et sachant quand même que c'est une personne qui est très malade, qui est handicapée en plus, et qui ne sort pas de chez lui. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes, sûrement membres de la famille, qui a transmis le virus à cette personne âgée. Mais ce qu'il faut savoir aussi qu'il vient d'être vacciné, mais d'une seule dose récemment. Donc il fallait quand même 2 doses, mais malheureusement, il est décédé. Mais apparemment, il est décédé aussi d'une crise cardiaque. Dans cet archipel, 80% des personnes de plus de 60 ans ont un schéma vaccinal complet. 87% des plus de 11 ans sont vaccinés à Nukuhiva. Et nous avons appris le décès de Eleanor Parker, ancienne représentante à l'Assemblée de la Polynésie. Elle avait fait son entrée dans l'institution en 2008 grâce au Totato Aya mené par Gaston Tongsong avant de rejoindre le groupe Te Manau Te Momotu, présidé par Teina Maraeura jusqu'aux élections territoriales de 2013. Elle avait occupé par la suite les fonctions de collaboratrice au sein du groupe Tavini Huir Atira. Les propos du maire de Paea condamnés par les autorités. Anthony Géros avait affirmé le 13 septembre dernier que l'une de ses connaissances avait été, je cite, victime d'un acte d'euthanasie à l'hôpital. Fin de citation. Un discours jugé inadmissible et qui se traduira en justice. Edouard Fritsch porte plainte. Écoutez. Je vais examiner la situation avec les juristes, mais je porterai plainte. Je ne pensais pas qu'on allait en parler ce matin, mais je vous dis, je porterai plainte contre tel. Enfin, j'ai reçu les Calédoniens hier qui nous ont raconté, qui ont pris le temps de nous raconter comment le personnel médical du Taoné était investi au travail, des gens qui dorment debout pour être auprès des malades. Enfin, aller aujourd'hui dire qu'ils pratiquent l'euthanasie, moi je trouve que c'est d'une injustice. Et ce n'est pas tolérable.
Et justement, nous vous en parlions hier soir. Le deuxième décès survenu au centre Manouiti ravive les clivages au sein du conseil municipal. Les professionnels de santé reprochent une mauvaise prise en charge aussi de ces malades aux lourdes pathologies. Si sa mise en place était initialement considérée comme un acte salutaire, il est aujourd'hui dénoncé par la famille de la première défunte, Kaline Yenar et Heidi Enko. Centre d'isolement ou unité médicalisée? C'est la question que se posent les membres de l'opposition au sein du conseil municipal de Paea. Une de leurs préoccupations, le rôle des agents communaux au chevet des malades. Eux sont volontaires dans ce qu'ils font parce qu'ils veulent aider la population. On ne peut que les remercier. Sauf que, pour nous, on les met en danger également parce que ce n'est pas leur métier. Et on met en danger les personnes qu'on met là-bas parce qu'elles sont suivies par des personnes qui n'ont pas de formation médicale. Le deuxième défunt de la salle Manouiti avait une 60aine d'années. Il a été admis le 28 août. Après avoir vérifié les conditions d'éligibilité au centre, j'ai accepté de le prendre, même si c'était quelqu'un qui était déjà dans une pathologie lourde, même très lourde, et que l'issue était déjà verrouillée avant même qu'il vienne au centre. Mais j'ai quand même accepté de le prendre parce que, encore une fois, ils étaient dans des conditions d'isolement déplorables. Pour le Conseil de l'Ordre des médecins, la création d'une structure d'isolement à Paea est louable. Cependant, il tient à rappeler... Il faut donc que le médecin soit au centre des décisions, d'une part, et que d'autre part, il faut que la permanence des soins soit assurée 24 heures sur 24 par des personnels qui ont l'habitude de prendre en charge ce type de patients. Mais aussi, il faut que les personnels qui sont en fonction doivent pouvoir réagir suffisamment rapidement pour détecter un patient qui ne va pas bien. Autre point important pour le Conseil, la protection de la confidentialité des données médicales. Mais surtout, qu'un protocole de soins, tout comme la responsabilité de chacun, soit clairement défini. D'après nos informations, les médecins suivent majoritairement leurs patients à distance. Quant aux 3 infirmières volontaires, elles se rendent sur place à la demande pour réaliser les soins médicaux. Le reste du temps, une surveillance est assurée par les volontaires. Une organisation qui aurait poussé le Conseil à se tourner vers l'ARAS pour qu'une enquête sur le centre soit menée. Quant à la dame décédée ce week-end, sa famille met en garde. Chacun a eu des erreurs, que ce soit Manouiti, que ce soit le médecin, que ce soit nous-mêmes, la famille. Mais voilà, on fait ça pour faire comprendre aux gens, Manouiti n'est pas équipé pour les cas graves. Moi, je vous dis, il faut faire confiance en l'hôpital. L'hôpital n'a jamais dit qu'ils vont faire des miracles par rapport à cette pandémie. Mais ce sont des gens qui ont fait des études pour soigner des personnes. Aucune plainte n'a pour l'instant été déposée. Les conclusions de l'enquête de l'ARAS devraient être rendues prochainement. Oui, une enquête très attendue. Le déconfinement progressif est synonyme de reprise d'activité aussi pour les prestataires touristiques mis à l'arrêt forcé depuis le 23 août. À Bora Bora, il souffle un vent de soulagement. Inacio Raveino, Patrick Tsing. C'est avec entrain que ces employés préparent de nouveau ces pirogues. Après l'annonce du déconfinement, cette excursionniste se révèle satisfaite des décisions prises par nos dirigeants. Comme ses pairs, Claudine sort d'un mois compliqué et se dit prête à faire des concessions. Je crois qu'il faut avoir une souplesse. Il est possible tout à fait de faire des tours privés et demander aux clients de payer le tarif. Ou alors, vous avez vu ma pirogue, c'est une pirogue qui est autorisée pour 30 personnes, ne prendre que 12 personnes. Au moins, on n'est pas là à... Voilà, là c'est une cessation d'activité. On pourrait croire que Raïté-Manou n'est pas né sous une bonne étoile. Août 2019, à peine créé, sa société traverse une première crise. Il s'en était à peine remis que le confinement s'en mêle. Et puis finalement, les événements n'atteignent pas cet éternel optimiste. On appréhendait un peu une reprise catastrophique lorsque les frontières ont été réouvertes. Et puis finalement, on s'est rendu compte que la demande est toujours là. Le monde a toujours envie de venir en vacances, en Polynésie, spécialement à Bora Bora. Des mesures qui sont réversibles selon l'évolution du contexte sanitaire. En attendant, ces touristes pourront sortir de leur écrin de luxe pour profiter un peu de ce que peut proposer la Polynésie française.
Et après Bora Bora, Huahine, où les acteurs du tourisme retrouvent le sourire également, Gilles Taoutou. Vous êtes en direct depuis Mat Area avec une professionnelle du tourisme. Effectivement, regardez derrière moi, il pleut en abondance. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé pour le domaine touristique, le monde touristique du côté de Huahine. Avec nous, Poirava Amo, épouse Lamberti, elle vit sa première crise après 12 ans d'activité. Alors Poirava, comment est-ce que tu prends les propos du gouvernement par rapport à ce déconfinement? Donc, Yorana, Polynésie première, Yorana à toute la population de la Polynésie, notre île également de Huahine. Donc, par rapport au déconfinement décidé aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est une bonne chose que nous déconfinons à partir de lundi, le 20. Mais il faut savoir que nous avons perdu toute notre clientèle donc étrangère. Nous travaillons en majorité avec les agences internationales et nos touristes nous réservent à peu près 6 mois à l'avance. Voire 2 mois avant. Ils ont annoncé déconfiner la semaine, mais le week-end, à partir de samedi, tout est bloqué. Est-ce que pour vous, ça vous dérange? Donc effectivement, parce que les touristes qui viendront le vendredi et repartiront le lundi ne pourront pas faire nos excursions. Donc nous sommes vraiment touchés, nous, le secteur touristique, et bien sûr, nous sommes mécontents. Ensuite, par rapport aux aides qu'ils veulent appliquer, déjà 100 000 francs pour une entreprise, c'est vraiment pas bien. On ne regarde pas le chiffre d'affaires et même on ne peut pas se baser sur un chiffre d'affaires de cette année ni de l'année dernière, car 2020 a été un échec total. Est-ce que vous pleurez comme le temps, la pluie qui tombe? Est-ce que pour vous c'est une souffrance? Sincèrement, moi j'ai réfléchi à arrêter ce secteur touristique qui est pourtant, grâce à nous, nous remplissons les vols Air Tahiti Nui, Air France, French Bee. C'est les touristes qui font vivre aussi la Polynésie. Parce que nous avons bien vu, nous avons démarré l'activité touristique qu'en fin juin, début juillet pour cette année 2021. 2 mois à peine d'activité. Ah ben oui, et là le 20 août, nous n'avons plus travaillé du tout. Comment une entreprise peut subvenir aux besoins de l'entreprise pour 1 mois et demi de travail? Comment tu vois ton activité d'ici décembre? Est-ce que tu penses que ça va aller en s'améliorant ou bien... Donc je ne vais pas vous mentir, la totalité des agences de voyage ont annulé les excursions pour septembre, octobre, novembre, on n'a plus personne, décembre non plus, janvier, ça va démarrer en mai 2022. Vous comprenez voilà. Merci pour la veille. On espère que les autorités et puis tous ceux qui vivent dans le monde du domaine touristique sont également de ton avis. Mais en tout cas, on sait que le domaine du tourisme souffre. Vous le voyez derrière moi, c'est le véhicule. Ils ont mis pratiquement les clés dans la boîte à gants pour signifier que ça fait 3 semaines que ce véhicule n'a pas roulé. Merci beaucoup, Gilles Taoutou. Par ailleurs, les croisières pourront reprendre progressivement leur activité sous réserve que l'ensemble de l'équipage et des passagers soient vaccinés. Les maires des îles où les escales se feront devront également donner leur accord. Pas d'escale possible le week-end dans les archipels encore soumis au confinement de fin de semaine, évidemment. Aegis et la Caisse des dépôts et consignations gardent la main sur l'aéroport de Tahiti Fa'a'a pour 40 ans encore. Ils viennent de remporter le contrat qui porte sur l'exploitation, l'entretien et le développement de la plateforme. Charge au groupe de réaménager aussi l'aérogare et de réaliser les travaux de drainage du canal. Pour clore cette édition, cette bonne nouvelle pour les habitants de la presqu'île, la direction des transports terrestres ouvre une nouvelle antenne à Tarabo. Ils n'auront ainsi plus à se déplacer en ville pour réaliser leurs démarches administratives. C'est la fin de ce journal. Déconfinement allégé, couvre-feu maintenu et rentrée scolaire dès lundi. Ce sont les principales informations développées dans ce journal. Tahiti, Moorea et les îles sous le vent restent confinés à partir du samedi 14h au lundi 4h du matin. Toutes les îles de la Polynésie, par contre, sont soumises au couvre-feu. Et alors que la progression de l'épidémie ralentit, entre 8 et 10 patients vont être transférés dans l'Hexagone. Ils reviendront guéris, a déclaré
le professeur Pierre Carli, président du Conseil national de l'urgence hospitalière et le chef qui coordonne cette mission. Des patients donc, qui ont été sélectionnés selon des critères bien précis. Ils seront pris en charge dans les structures de santé en Île-de-France. Vos quotidiens titrent demain la dépêche sur cette alerte à la sécheresse à Ouria. Et Tahiti Info s'intéresse aux réformes imminentes sur la PSG, la fiscalité et l'énergie. Elles devraient être dévoilées très bientôt par le ministre de tutelle, Yvonique Rafa. Une série dramatique de 2020 est diffusée sur votre antenne ce soir. Small Axe vous raconte l'épopée des Antillais du Royaume-Uni. Elle sera suivie d'un film d'aventure franco-canadien, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivett. Merci pour votre fidélité. Demain, Caroline Fary et Corinne Tehiti prennent les commandes de vos journaux télévisés. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Très bon week-end et surtout, prenez soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.